Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Débrief du Conseil. Débrief du Conseil, c'est votre rendez-vous d'analyse complète et approfondie des grandes décisions issues du Conseil des ministres. Ce soir, nous nous intéressons donc à une décision majeure prise le 12 février 2026 par le gouvernement burkinabé, la déclaration d'utilité publique urgente du projet de révalorisation des fermes fruitières de Niandéré et de Guénako. Ces exploitations de plus de 1000 hectares, autrefois détenues donc par Flex Faso, avait été réquisitionné en décembre 2023 pour relancer donc la production agricole au profit donc des populations locales. Mais après une année, les résultats sont restés en deçà donc des attentes. Désormais, l'État prend officiellement possession des terres afin de sécuriser les investissements et ambitionne d'en faire des fermes modernes avec un objectif stratégique, renforcer la souveraineté alimentaire. Pourquoi cette décision maintenant? Quels en sont les enjeux? Quel impact pour l'agriculture burkinabé? Pour en parler, donc, nous recevons sur notre plateau M. Nestor Podassé, coordonnateur national de la planète des jeunes panafricaines au Burkina Faso. Bonsoir, M. Nestor Podassé, et bienvenue. Bonsoir à vous, Valérie. Bonsoir à Kaziba TV. Bonsoir au peuple burkinabé, bonsoir au peuple de l'AIS et à sa diaspora. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, les fermes de Niendéré et de Guénako donc, appartiennent désormais donc, à l'État. Comment appréciez-vous cette décision du gouvernement? Je pense que cette décision est une très bonne chose pour l'intérêt national, pour tout le monde. Parce que l'Afrique, vous savez, on a été très longtemps divisé à cause de notre mentalité de crabe, mentalité de crabe. Vous savez, les crabes, quand tu mets les crabes dans un seau, quand c'est beaucoup, quand un veut sortir, il est presque sorti, l'autre va dire, mais tu vas où là, descends ici, on sera tous en bas ici. Donc, avec cette mentalité, c'est ça qui fait que ce soit les partis politiques, les associations, les coopératives, ça a du mal à bien fonctionner. Maintenant, nous sommes dans un régime révolutionnaire et qui parle de la révolution parle du communautarisme. Et communautarisme, c'est normal que l'État vienne arbitrer pour l'intérêt de tout le monde. En ce moment, on ne va pas accuser X ou Y. Et comme notre principal levier de développement, c'est l'agriculture, et que le premier programme du président, son excellent capitaine Ibrahim Traoré, est l'agriculture, parce que d'abord, comme Ofoe Boyen le disait, ventre creux à point d'oreille. Si on produit, on transforme et on consomme ce que nous produisons ici, c'est la meilleure des choses. Donc, si des grandes surfaces d'exploitation sont devenues des problèmes de litige, pour des questions de litige, ça reste inexploité, c'est la population qui perd, c'est la nation qui perd, alors l'arbitre de la nation qui est l'État doit intervenir pour régulariser pour l'intérêt de tout le monde. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, le gouvernement parle donc de sécuriser les investissements. Est-ce un choix stratégique fort ou une reconnaissance d'un premier échec selon vous? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, sécuriser les investissements, c'est une très bonne chose parce que le dossier, là, je connais un peu parce que j'ai vécu à Banfora, j'entendais parler de ça, même si je ne connaissais pas trop. Tu sais, Laurent Gbagbo dit que même les rumeurs, souvent, il y a un peu de vérité dedans. Même si tout n'est pas vrai, peut-être la vérité, c'est 1%, mais on amplifie les 99% pour que ça devienne fausse. Mais les 1% qui sont dedans, il faut mettre ça en valeur. Donc, pour moi, ce que je peux dire, j'ai entendu parler de ça en son temps, oui, au niveau de Yandéré, il y avait des litiges par rapport à telle chose, telle chose. Mais vous savez, les pouvoirs politiques, soit ici de l'air, soi-disant démocratie à la européenne, n'a jamais arrangé un problème en Afrique ici. C'est ça qui fait que les divisions s'accentuent et autres. Donc pour moi, ce que l'État a fait, c'est très bien. Ça va sécuriser les investissements. L'État devient l'arbitre. Et comme aujourd'hui, c'est un pouvoir révolutionnaire auquel le peuple a confiance, donc vous voyez que ça n'a pas fait bruit. Peut-être que c'était avec le régime soi-disant démocratique, entre guillemets, vous allez voir que peut-être une partie allait sortir manifester pour dire on n'est pas d'accord. L'autre qui tire les ficelles de l'autre côté vont dire vous aussi sortez, dire on n'est pas d'accord. Mais vous voyez que personne n'a branché parce que tout le monde a confiance à la dynamique. C'est ça qui fait que moi j'ai confiance que les arguments avancés par l'État sont fondés. Alors, après un an de gestion, les résultats ont été jugés insatisfaisants. Selon vous, où se situe le principal problème dans cette situation-là? Bon, il faut reconnaître peut-être qu'il y a eu des hésitations. Voilà, on dit comparaison n'est pas raison. Je prends un exemple très simple. À la Sosico, par exemple, en 2023, quand l'État voulait reprendre la Sosico, vous savez, les anciens barons qui détenaient Sosico ne voulaient pas donner ça à l'État. Et il y a eu un des directeurs de la production, le niveau des champs de canne de sucre,
qui était d'accord à collaborer avec la vision du président capitaine Ibrahim Traoré. Et lui, il a aidé à ce que les champs gouvernementaux et autres, qu'on lui donne les intrants, les matériels qu'il avait besoin. Il a fait, en ce moment, tout le monde a vu les champs des membres du gouvernement à la Sosico, comment c'était bien. Mais à cause de ça, comme ils ont eu à faire des choses pas catholiques ensemble dans le passé, ils ont soulevé les vieux dossiers pour les faire emprisonner parce que le gars, il a été promu 2 ans plus tard par l'État quand l'État a récupéré la Sosico. Donc, du coup, il va purger sa peine et puis ressortir. La Sosico est bien relancée aujourd'hui pour encore accroître sa capacité. Donc, peut-être que ce qui a fait que les premières années, ça n'a pas donné, peut-être c'était les mêmes hésitations. Voilà. Donc, maintenant, comme l'État a récupéré les terres totalement, on suppose que maintenant, l'État va imposer les hommes de confiance, à qui il a confiance, pour bien diriger les choses sur le terrain. Et moi, j'ai foi que les lignes vont bouger maintenant. Alors, Monsieur Podassien, comment garantir une meilleure implication des populations locales donc, dans ce nouveau projet-là? Dans ce nouveau projet, pour garantir la meilleure implication de la population, elle est très simple. Voilà, moi je pense que la façon que ça s'est géré dans le passé, c'est de réformer avec la nouvelle vision du ministre de l'Agriculture. Je n'en doute pas, parce que c'est l'un des meilleurs des ministres les plus actifs et les plus bouillants de la RPP. Donc, je me dis que ces questions-là, ça ne doit pas trop souffrir d'interrogations. Oui, je pose cette question parce que dans l'annonce, on a vu que le gouvernement a souligné le fait que la population n'a pas été associée dans le projet, raison pour laquelle voilà, le projet n'a pas abouti. Et cette fois-ci, il désire reformer. Donc, comment on peut impliquer maintenant en ce moment la population? Non, pour impliquer la population, elle est très simple. Pour moi, il y a beaucoup de communautés là-bas qui sont là-bas. Et on peut commencer par les propriétaires terriens et autres, ainsi que les différentes associations qui interviennent dans le domaine. Et l'État n'a qu'à fixer les nouvelles règles, comment ça doit bien fonctionner. Et puis, tout le monde va rouler en fonction de ça. Moi, je pense que si on va dans ce sens-là, c'est possible. C'est vrai que vous l'avez tantôt développé, hein, mais ces fermes peuvent-elles réellement contribuer à la souveraineté alimentaire du pays? Bien sûr, ça va beaucoup contribuer. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous savez qu'un bon fermier au Burkina Faso qui produit beaucoup peut nourrir tout le Burkina Faso? Je prends un exemple très simple. Peut-être que je ne sais pas si tu as eu à manger ça, mais moi, j'ai eu à manger ça dans les années 95, 16 à l'école primaire. Les catouelles qu'on nous envoyait des États-Unis, les farines jaunes là. Dans les années 95, nous on a mangé ça à l'école primaire. Alors donc, vous allez voir qu'aux États-Unis, un fermier qui produit, des grands producteurs fermiers, un seul producteur peut nourrir tout Burkina Faso. Si c'est bien modernisé. Parce que là-bas, ici, nous, on fait avec les charrues et ils ont dépassé les charrues. Nous, on fait avec les charrues toujours, les bœufs, les dabas, mais ils ont dépassé ce stade. Là-bas, l'agriculture est industrialisée, c'est modernisé. Peut-être le propriétaire, le fermier lui-même, le responsable, prend hélico pour survoler tout son champ, pour pouvoir visiter, parce qu'à pied, ce n'est pas évident. Peut-être il va prendre sa 4x4 pour circuler à l'intérieur du champ, pour pouvoir visiter le champ. Sinon, à pied et en une journée, ce n'est pas évident. Donc, pourquoi pas rentabiliser cette ferme-là de cette façon? C'est possible. À ce moment, qu'est-ce qu'on peut s'aimer? Qu'est-ce que vous préconisez? Bon, la zone que je connais bien, la zone de Yendéré à la frontière de la Côte d'Ivoire, on peut tous aimer hein? Le maïs, le nébier, le sorgho, l'anacarde, cacao, café, tout ce qui est mangeable, c'est possible, on peut exploiter ça là-bas. Donc, c'est aux techniciens de l'agriculture de voir qu'est-ce qui ça peut bien donner, qu'est-ce qui peut être bien donné sur ce terrain-là, et ils vont le faire. Alors, cette décision peut-elle avoir un impact sur la perception des investisseurs concernant donc la sécurité foncière pour vous? Mais il y a une loi au Burkina qui dit que la terre appartient à l'État. Oui. Donc, ça veut dire que si moi j'acquiers un terrain aujourd'hui, je suis comme en location. Quand l'État aura besoin, il va venir récupérer. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, moi, ça ne cause pas de problème. Pensez-vous pas que les investisseurs seront effrayés, que ce soit Non, ils ne seront pas effrayés. Quand tu viens pour acquérir un terrain quelque part, il faut voir d'abord est-ce que le lieu n'est pas conflictuel. C'est ça qu'on appelle étude de sociologie dans un lieu d'abord. Donc, pour tout bon investisseur qui jette des milliards ou bien des millions, des centaines de millions sans faire étude de sociologie, c'est que lui-même, il n'est pas honnête. Sinon, tout bon investisseur honnête, d'abord, mène des enquêtes. Est-ce que ce lieu-là, je peux prendre? Mais si tu laisses et tu pars investir parce que tu as l'argent et plus tard, l'État récupère, mais il ne faut pas t'en vouloir à l'État. C'est à toi-même, il faut t'en vouloir. Est-ce que tu as été
et tu es passé par la bonne porte pour acquérir le terrain dès le départ. C'est ça qui est la question qu'il faut poser. Alors, dans les échanges, vous parlez de conflictuel. On peut avoir quelques éclaircissements sur ce que vous détenez comme information? Bon, ce que je savais en son temps, il y avait... bon, ce que j'avais appris en tout cas, par les rumeurs, il y avait un responsable qui gérait la zone là-bas. C'était genre comme coopérative ou une association. Et je sais qu'il y avait un certain nommé Joassin qui était à la tête en son temps. Lui et puis la population, certains ne se comprenaient pas et autres. Donc, mais je n'ai pas trop les détails en profondeur. Donc, ce que je peux dire, c'est d'abord d'éviter. Par exemple, moi, je suis dans un village. Moi, par exemple, chez nous, dans notre village, le papa de ma maman est le chef de terre. C'est nous, on donne terrain aux gens de s'installer. Mais du coup, dans la famille, si moi je viens, je dis je veux terrain, si parmi les fils, il y a un qui conteste, ça ne passe pas. Tout à fait. Donc, il faut que la famille donne les accords et vous signez les documents en bonne et due forme pour montrer que non. Et dans ce village-là, le chef du village, le CVD et les propriétaires terriens ont tous accepté, signé et il n'y a pas de souci. Mais quand une partie de la famille est d'accord et une partie n'est pas d'accord, ça crée problème. Donc voilà pourquoi je dis quand quelqu'un veut investir quelque part et qu'on dit à terrain, il faut mener bien les enquêtes. Voilà. Et puis il ne faut pas te précipiter. Puis aussi, il ne faut pas faire ça en clando. Il y a d'autres qui aiment faire les choses clandestinement. C'est ça aussi qui fait que quand d'autres vont apprendre, ça devient un problème. Il faut communiquer avec le chef du village. Renseigne-toi bien auprès des sages. Est-ce que lui, il veut me vendre terrain? Est-ce que ce n'est pas un terrain conflictuel? Est-ce qu'il est le seul à être propriétaire terrien sur le terrain? Est-ce qu'il a des cousins, il a des frères avec qui ils doivent se partager les dividendes? Si c'est ça, il faut rencontrer tout le monde. Quand la famille va dire « Ok, de manière consensuelle, on est d'accord, voilà », il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas t'entendre avec une personne, si un autre sort après, il met votre droit de veto, ça devient un conflit. Voilà pourquoi il faut éviter. Alors, dernière question donc pour refermer les portes donc de cette émission. Qu'est-ce qui va changer concrètement sur le plan économique avec la réquisition de ces fermes-là, M. Podassi? Qu'est-ce qui va changer au plan économique? Il y a beaucoup de bonnes choses. Exemple. Par exemple, avec Sosiko, par exemple. Sosiko, c'est des champs, des gens... Canne à sucre. Canne à sucre. Vous savez que c'est la population qui était installée là-bas. Et l'État est venu, ils se sont entendus, l'État a dédommagé, les gens se sont déplacés et l'État a commencé à exploiter. Et les mêmes populations des villages travaillent là-bas aujourd'hui. Beaucoup travaillent à tous les échelons. Ils ont des salaires et les bénéfices aussi, tout le monde gagne. Est-ce que peut-être ça ne serait pas Jean Sosiko bis là-bas? Et ça va même aider à Nyangologo de se développer très rapidement. Et le chômage des jeunes femmes et des jeunes garçons vont diminuer. Et en plus, c'est la nation entière qui va gagner. Voilà. Un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci pour l'invitation. Merci à Kajiba TV pour l'invitation. Merci à tout le monde. Et merci aussi à nos plus hautes autorités de la Révolution progressiste populaire qui savent écouter le peuple et savent redonner des bonnes réponses de nos problèmes. Merci beaucoup. Monsieur Nestor Podassi, merci beaucoup pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la planète des jeunes panafricanistes du Burkina Faso. Merci pour votre disponibilité et surtout pour la qualité de vos analyses. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain numéro de Débrief du Conseil. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.